Donc bonjour à tous, messieurs, dames, chers collègues. Je suis ravie aujourd'hui d'être là dans cette conférence d'actualisation sur la physiopathologie de la douleur et je suis aussi ravie d'être modérée par deux personnes que je considère, le premier comme mon mentor et l'autre comme un élève. Donc devinez qui est qui. Vous voyez, donc la douleur, c'est une histoire de transmission. Commence pas, hein, Donc, je relève le challenge de vous parler en 20 minutes de cette physiopathologie de la douleur. Et donc, bien évidemment, je ne vais pas être exhaustive. Je vais essayer de vous donner des points clés, un squelette solide sur lequel après vous pourrez rajouter et revenir. Pour rentrer dans le vif du sujet, je vais partir d'une question qu'on se pose souvent. Pourquoi certains patients ont plus mal de ce qu'ils devraient ? On retrouve souvent des patients qui ont une intensité de la douleur qui est plus forte que celle qui est attendue, qui dure plus longtemps de ce qui est normal, ou qui va diffuser au-delà du siège de la lésion au départ. Et puis, il y a parfois des patients qui ont une discordance anatomoclinique, c'est-à-dire qui ont une souffrance qui va au-delà de ce qu'on peut attendre après une lésion. Alors, ces patients, on les rencontre en périopératoire, parfois, et c'est le quotidien des patients qui ont des douleurs chroniques. Alors, un patient qui a plus mal de ce qu'il devrait, c'est un patient qui a un symptôme qu'on appelle hyperalgésie, et qui a été défini par l'IASP comme une augmentation de la sensibilité douloureuse et qu'on schématise fréquemment avec ce schéma, cette courbe sigmoïde qui représente en fait l'intensité de la sensation douloureuse en fonction de l'intensité du stimulus. Et une hyperalgésie, c'est le déplacement vers la gauche, comme vous voyez ici, de cette courbe qui va avoir deux conséquences principales. La première va être en fait une diminution du seuil douloureux et qui va provoquer donc chez le patient une sensation douloureuse alors qu'avant elle ne l'était pas, qu'on appelle allodynie. Et puis une augmentation de la réponse supralunaire, donc une réponse exagérée à partir du seuil où d'un moment il ressentait de la douleur, qu'on appelle hyperalgésie. Alors, la modulation de la nociception. La nociception, c'est pas un système sensoriel qui est unidirectionnel, tel qu'on l'avait anciennement décrit, allant de la périphérie au cerveau, qui transmet fidèlement le message douloureux en intensité, en qualité, en durée, tel que le ferait une ligne électrique. Non, en fait, ce n'est pas ça, le système sensoriel. C'est un système qui est fortement modulé, et ceci à différents niveaux. Et donc, il y a des modulations qui sont plutôt facilitatrices, c'est-à-dire qu'elles augmentent le message douloureux. Et là, vous en voyez, elles sont en beige sur cette diapositive. Il s'agit, par exemple, du rôle de la glie, on reviendra tout à l'heure, de toute cette plasticité neuronale au niveau de la moelle, avec la sensibilisation centrale, le rôle des récepteurs NMDA, et des contrôles qu'on appelle inhibiteurs descendants, avec donc qui vont diminuer le message douloureux. Et là, je vous citerai par exemple le fameux la modulation segmentaire du gate control, qui a valu le prix Nobel en 65 à Melzack et Wall, mais également la découverte des endorphines, donc des opioïdes endogènes en 1970. Alors, tout cela, ça veut dire que cette sensibilisation peut avoir lieu à différents niveaux, que ce soit de la périphérie au niveau central, et donc elle va être responsable d'hyperalgésie avec des caractéristiques qui sont particulières. Et donc on parle par exemple en périphérie d'une hyperalgésie primaire qui va être donc au niveau du tissu lésé. La sensibilisation spinale, médulaire, correspond à ce qu'on appelle l'hyperalgésie secondaire. Et donc, elle se caractérise par une extension au tissu qui est non lésé, elle va être segmentaire et puis elle peut se bilatéraliser. Et puis, il y a donc la sensibilisation supraspinale qui va donner en fait une douleur plutôt qui va être diffuse. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, il n'y a pas une hyperalgésie, mais plusieurs types d'hyperalgésie. Alors, on va revenir sur les mécanismes principaux qui sous-tendent, qui expliquent toutes ces hyperalgésies. On va aller de la périphérie, on va passer par la moelle, et puis on va aller au cerveau. D'abord, en périphérie, il faut savoir que la lésion tissulaire va provoquer un traumatisme qui est à l'origine d'une cascade d'événements inflammatoires qu'on a tous appris sur les bancs de la fac, et qui va être en fait responsable d'une inflammation et d'une sensibilisation de ces nocicepteurs. Et donc, en effet, vous voyez, sur une souffrance tissulaire, qu'elle soit traumatique, qu'elle soit inflammatoire, après, par exemple, l'endométriose, quel que soit le type de traumatisme lésionnel au niveau tissulaire, il va y avoir cette libération de substances de
l'inflammation, avec certaines qui vont être directement algogènes, comme la bradykinin, le potassium, l'hydrogène, d'autres qui vont sensibiliser les nocicepteurs, comme l'histamine par exemple, qui est libérée par les mastocytes, et puis d'autres produits d'inflammation, comme les facteurs de l'inflammation, les cytokines, qui vont entretenir cette inflammation. Donc tout ça, ça va aboutir en fait à ce que les nocicepteurs de haut seuil vont baisser leur seuil, donc vont devenir plus sensibles, et donc ce qui cause cette sensibilisation périphérique. Sur le plan clinique, alors ça se rapporte en fait à avoir cette sensation que vous pouvez observer en post-opératoire avec de la chaleur, un œdème, de la rougeur qui va être autour de la cicatrice, autour du traumatisme qui a été lésé. Mais on peut le rencontrer également dans des organes profonds et dans des situations qui sont plutôt chroniques. Ici, je vous ai mis un endomètre, enfin un utérus qui a une endométriose. Donc ça, on appelle l'hyperalgésie primaire. En contraste de cette hyperalgésie primaire, un collègue, il y a une idée qui nous vient de l'hyperalgésie secondaire. En fait, ça nous vient d'un monsieur, en 1949, qui a montré cette possibilité d'hyperalgésie secondaire, qui est en contraste de cette hyperalgésie primaire. En fait, il s'agit, c'est suite à des expériences chez l'homme, chez le volontaire sain. Ils avaient fait des lésions au chaud, vous voyez ici, et donc il y avait une brûlure avec l'hyperalgésie primaire, localisée au tissu lésé, il y avait une rougeur, des douleurs et des brûlures. Mais qu'est-ce qu'il a remarqué ? Il a remarqué qu'au-delà de cette lésion, il y avait une zone qui était plus sensible à la douleur. Pourtant, c'était dans un tissu qui était non lésé. Et donc, il y avait une diminution du seuil de nociception de cet endroit. Et très intéressant, il a remarqué que si on faisait un bloc anesthésique local, donc là on est intéressé en tant qu'anesthésiste, on faisait un bloc, et ben en fait ça disparaissait. Il n'y avait plus cette extension centrifuge au-delà. Donc ça, il a appelé une hyperalgésie secondaire. Et il a fait l'hypothèse sur ces observations cliniques, déjà en 1949, qu'il se passait quelque chose au niveau central, au niveau segmentaire, et qu'il y avait une sensibilisation au niveau de la moelle sur les métatemères adjacents. Voilà. Alors, il a fallu 30 ans. 30 ans pour montrer qu'il avait une sensibilisation au niveau central avec des éléments d'électrophysiologie. Et ça, c'est Wolff qui a montré ça en montrant réflexe moteur nociceptif, en répétant un réflexe, donc en répétant une stimulation nociceptive en périphérie et en observant le réflexe moteur. Il a montré qu'à force de répéter, il y avait un abaissement du seuil de stimulation et une augmentation du champ. Et donc, à partir de là, il a dit, il se passe quelque chose au niveau de la moelle. Donc ça, c'est chez l'animal. Et puis, quelques années plus tard, on a montré que oui, en effet, il y avait une amplification du message électrique au niveau de la corne dorsale de la moelle, mais également au niveau du thalamus. Alors, l'électrophysiologie a permis de mettre en évidence ces phénomènes de sensibilisation centrale, et le wind-up, qu'on appelle, est en fait la forme la plus élémentaire de sensibilisation centrale. Donc, j'ai schématisé ici, vous avez le neurone de premier ordre, quand il est silencieux, et puis on le stimule, et la stimulation répétée dans le temps va faire que le neurone de second ordre va répondre, mais de façon amplifiée. Donc, on dit une sommation temporelle, comme vous pouvez voir là, vous voyez ici la stimulation, et ici, sommation temporelle. Mais il existe d'autres phénomènes électrophysiologiques un peu plus complexes qu'on appelle LTP, pour Long Term Potentiation. Et c'est un phénomène qui est beaucoup plus large. En fait, il va y avoir un post-effet, c'est-à-dire une fois qu'on s'arrête, la zone est toujours plus sensible. Il va y avoir une augmentation du champ de stimulation. Si on stimule à côté, c'est toujours plus sensible. Et ça va être déclenché par des stimulations non nociceptives. Et donc ça a rappelé à l'époque des phénomènes de mémorisation, la mémoire qui se passe à l'hippocampe, où on étudie à ce moment-là le récepteur NMDA, et bien sûr le lien a été fait. Et en effet, le récepteur NMDA a été mis en évidence comme jouant un rôle clé dans cette amplification du message douloureux au niveau des synapses. Donc je vous rappelle un petit peu le fonctionnement de ce récepteur NMDA. À l'état de repos, il est bloqué, il ne fonctionne pas. Et là, dans la libération des neurotransmetteurs, le glutamate, quand c'est intense et quand il y a une libération importante, ils vont finir par ouvrir le canal avec une entrée massive de calcium dans ce récepteur NMDA. Cette entrée massive de calcium en intracellulaire est un message qui va activer certaines enzymes, en particulier ici la COX-2 et la NOS, qui va faire des messages secondaires, des deux seconds messagers, qu'on appelle les prostaglandines par exemple et le NO. Donc deux messagers secondaires qui vont avoir en fait
qui vont avoir comme conséquence d'amplifier le message douloureux, le NO en faisant un rétrocontrôle positif sur le neurone ici primaire qui arrive, avec plus de libération de glutamate et plus de libération d'autres neurotransmetteurs, en particulier la bradykinin, et les prostaglandines vont avoir des modifications transcriptionnelles des gènes avec la production de certaines protéines qui vont jouer un rôle dans cette sensibilisation centrale. Alors ça, c'est de façon simplifiée les choses. Les choses, en fait, en réalité, elles sont beaucoup plus complexes. Donc ce schéma, c'est en fait un clin d'œil parce que je n'arriverai pas à le décrire. Mais vous voyez qu'il n'y a pas seulement que le récepteur NMDA. Il y a beaucoup d'autres neurotransmetteurs, tels que la substance P, les bradykinines, le NGRP, et puis beaucoup d'autres récepteurs qui sont impliqués dans cette amplification du message douloureux. Donc, quand on utilise notre kétamine qui agit sur le récepteur NMDA, vous voyez que on n'arrive pas à tous l'agir parce que la situation est beaucoup plus complexe. Donc, ces modifications centrales, cette neuroplasticité, un message qui est important, il faut comprendre que c'est pas un signal on-off. En fait, c'est un phénomène qui se déroule dans le temps, avec des étapes successives et qui vont être de plus en plus fixées. Il va y avoir des étapes qui vont tout de suite se mettre en place, donc l'activation de certains récepteurs, et puis en fonction des minutes, des heures, des jours, des mois qui vont passer, il va y avoir une modulation, une modification de ce système nerveux central, jusqu'à des modifications qui vont être irréversibles. Par exemple, la perte de certains neurones qu'on appelle inhibiteurs, des changements phénotypiques de ce neurone. Et donc c'est pour ça qu'il faut réagir vite et traiter le plus précocement nos patients avant la chronicisation. Un acteur important auquel on s'est intéressé dans les années 90, en fait dans les années 90, on a mis les projecteurs sur la glie. Donc voilà où se trouve la glie, là, vous les voyez, hein, c'est les cellules gliales ici en vert, en bleu c'est les neurones. Donc voilà, c'est pas un tableau moderne, c'est une photographie d'un microscope à haute résolution et qui montre que ces cellules gliales ont en fait un rôle important. En fait, on les connaît depuis longtemps, ces cellules de la glie. Il y en a 3. Il y a les oligodendrocytes, la microglie et les astrocytes. Ce ne sont pas des cellules nerveuses en elles-mêmes, elles sont issues du système humain, des macrophages en fait. Et on les connaissait depuis longtemps comme avec un rôle au niveau du système nerveux central plutôt de structure, de squelette, de maintenir, de cohésion entre les neurones. Vous voyez, on disait qu'ils avaient un rôle un petit peu de contact. Elles encapsulent en fait les synapses comme ça. Et en fait, ces dernières années, donc les années 90, ont mis beaucoup l'accent sur, en fait, c'est un rôle beaucoup plus important dans cette transmission synaptique d'un neurone à un neurone. On peut voir que cette glie peut s'activer. On appelle l'activation de la glie. Et donc, en fait, il n'y a pas plus de cellules de la glie, mais elles changent de forme, elles changent de fonction. On les voit en microscope. Ici, c'est une glie qui peut activer. Ça, c'est une glie qui est activée. Et ça c'est chez l'animal, bien sûr. On a montré qu'elle pouvait être activée après plusieurs lésions périphériques, que ce soit des lésions nerveuses, des lésions inflammatoires, des modèles d'animaux inflammatoires, des lésions tissulaires, du stress, des lésions d'endométriose. Tout ça, on a montré qu'il y avait une activation de la glie et on a fait le lien entre cette activation de la glie et des comportements douloureux de l'animal, et même des expressions de certains récepteurs et des expressions de certains neurotransmetteurs qui sont impliqués dans le message douloureux. Et donc, on voit que le mécanisme commun était à plusieurs lésions et que donc ça avait un rôle clé dans l'initiation et le maintien de cette douleur et que contribuait largement à la sensibilisation centrale. Et donc, en fait, maintenant, si vous devez dessiner comment se passe la transmission entre le neuronal présynaptique et postsynaptique, il faut savoir qu'il n'y a pas que 2 cellules, il n'y a pas que 2 neurones, il y a cette microglie et cet astrocyte qui vont jouer un rôle d'amplificateur en larguant certaines substances inflammatoires qui vont sensibiliser le neurone postsynaptique. Donc, ils vont amplifier le message douloureux. Donc, quelles sont les conséquences cliniques de cette sensibilisation centrale ? Donc ça, ce papier, cette image qui est très jolie, revient de Wolf, là, qui montre qu'en fait, quand il y a une sensibilisation centrale au niveau de la moelle, avec ce neurone de second ordre, neurone convergent ici, que vous voyez, il va se passer que quand on stimule une fibre de la douleur, des petites fibres, et bien en fait, ce message va être considéré, ressenti comme plus douloureux, donc une hyperalgésie. Et quand on va stimuler des fibres de sensation, les grosses fibres minimisées, il va pouvoir également activer ce fibre, parce qu'en fait, il va y avoir une diminution du seuil d'activation de ce neurone, et donc il va être ressenti comme douloureux alors qu'il ne devait pas. Donc on va avoir cette allodynie. Alors, en clinique et surtout en recherche, on utilise tous les examens sensoriels quantifiés
pour évaluer cette allodynie et cette hyperalgésie. Alors, il y a plein de tests que vous pouvez retrouver dans les articles, des tests thermiques, des tests mécaniques, des tests électriques, des tests au chaud, des tests dynamiques, à la pression. Tous ont le même principe, c'est de détecter à quel moment on ressent la sensation, le seuil de détection, à quel moment on ressent la douleur, le seuil de douleur, et puis à quel moment la douleur devient insupportable. Et puis également, ce qu'on appelle l'hyperalgésie secondaire, c'est l'air autour de la cicatrice sur un tissu non lésé où on ressent de la douleur. Alors, je vais faire un petit aparté sur nos organes profonds, nos viscères, parce qu'on en parle peu finalement, et c'est intéressant puisque eux aussi peuvent avoir de la sensibilisation centrale. Et juste pour vous rappeler qu'il y a des particularités des afférences viscérales, puisque vous savez, c'est pas des afférences somatiques, c'est pas les mêmes nerfs, dépendent du système nerveux végétatif, donc du système nerveux autonome, avec 3 principales caractéristiques. Vous voyez donc ici des viscères, et vous voyez que les afférences viscérales sont peu nombreuses, il y en a beaucoup moins que dans la peau. 15% des nerfs qui arrivent à la moelle viennent de nos viscères, de nos organes profonds. Le deuxième point, c'est qu'il y a une divergence des afférences viscérales. En fait, quand elles arrivent au niveau de la moelle, elles vont aller sur plusieurs métamères. Plus de 50% des neurones spinaux vont répondre à une stimulation viscérale. Et puis le troisième point qui est important, c'est qu'en fait, cette convergence des afférences viscérales vers des afférences somatiques sur le neurone de second ordre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans la moelle, il va y avoir donc une convergence des afférences à la fois viscérales et des afférences somatiques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand il y a quelque chose qui ne va pas bien au niveau d'un organe profond, on peut le ressentir sur la peau. Donc c'est des douleurs référées, ou même au niveau myofacial, au niveau musculaire, on peut avoir des problèmes et de ressentir ces douleurs. Qu'est-ce qui se passe en plus si le neurone est sensibilisé ? S'il y a déjà une sensibilisation, on va ressentir une hyperalgésie au niveau... voilà, c'est très décrit dans des douleurs profondes, par exemple d'endométriose. Et même, on a montré un cross-organ sensitization, c'est-à-dire qu'il va y avoir des organes différents, comme la vessie, l'utérus, par exemple, qui vont converger au même neurone, et donc il va y avoir une extension de la douleur dans d'autres organes, alors qu'ils ne sont pas lésés. Ça se retrouve également dans, par exemple, l'endométriose, où il va y avoir des vessies hyperactives, des troubles fonctionnels intestinaux, dans des organes qui ne sont pas lésés, mais à partir d'une endométriose au niveau de l'utérus. Donc voilà ce que je voulais vous raconter un petit peu au niveau de la moelle. Maintenant, après la moelle, il y a le cerveau. Et vous avez vu que déjà le message en passant de la périphérie par la moelle est déjà amplifié. Et là, c'est encore plus fascinant, puisque dans le cerveau, vous savez qu'il n'y a pas un centre de la douleur, on ne l'a pas trouvé, il n'y a pas un centre de la douleur. Il n'y a pas qu'une seule région dans le cerveau qui va traiter le message douloureux. Et dans les années 90, on a cherché, il n'y avait pas, et on a mis avec l'imagerie cérébrale qu'il y avait plusieurs zones qui s'activaient à la sensation douloureuse. Et ces zones sont différentes. Elles ne sont pas que au niveau sensoriel, de la sensation. C'est des zones qui sont affectées normalement à l'attention, à l'émotion ou à la mémoire. Et ces zones sont nombreuses. Il y en a plus d'une quinzaine au niveau du cerveau. Donc voilà, un petit peu les plus fréquentes, le thalamus, le cortex frontal, l'insula, le cortex qu'on appelle cingulaire antérieur, préfrontal, etc. Et puis, ces zones, elles sont reliées. Il y a en fait un réseau de connexion entre chacune de ces zones. Le réseau qu'on connaît le mieux, c'est celui qui est la noception, qui passe par le thalamus, qui envoie le message douloureux à l'aire somesthésique S1, donc primaire, qui le renvoie lui à l'insula, qu'on appelle l'insula postérieure, pour donner la caractéristique de la douleur, et puis qui renvoie au moteur ici pour répondre, pour enlever en fait la main, par exemple, si elle est dans le four ou qu'elle a chaud. Ce réseau est bien connu, c'est celui de la noception, et il a comme particularité qu'il a une organisation somatopique. Ici, au niveau sensoriel, on sait exactement d'où la douleur vient. Le problème, c'est que ça, c'est un des réseaux, mais il y en a d'autres. Il a été découvert d'autres. Donc, en rose, je vous ai parlé de cette matrice primaire de la nociception, mais en fait, il y a d'autres matrices qu'on appelle secondaires, par exemple en vert ici, également la matrice affective ou émotionnelle, qui comprend des régions impliquées dans l'émotion, le cortex cingulaire antérieur, l'insula antérieure, l'amygdale. Donc, c'est des régions qui sont normalement dédiées à l'émotion, et donc, il va déterminer comment nous ressentons émotionnellement la douleur, mais également comment nos émotions liées à la douleur vont influencer et moduler la sensation douloureuse.
Et enfin, une autre troisième matrice, qu'on appelle la matrice tertiaire ou la matrice cognitive, qui va expliquer comment, en fait, qui va être responsable de l'interprétation et de la modulation de cette douleur, et donc également comment on interprète la sensation douloureuse. Alors, ensuite, toutes ces régions que je vous ai montrées, elles sont connectées entre elles, mais il se passe aussi autre chose quand il y a une douleur chronique. Et donc, dans les années plus récentes, on a montré qu'il y avait des modifications. Donc le cerveau a une grande plasticité, il y a des modifications qui se font, et elles sont de trois types. Une, des modifications structurelles. On sait maintenant que chez les patients douloureux, qui ont des douleurs au dos, par exemple la fibromyalgie, il va y avoir des pertes de matière grise, qui correspondent à peu près à 10 ou 20 ans de vieillissement. Il va y avoir également des modifications fonctionnelles, des zones du cerveau, quand on a des douleurs chroniques, telles que encore des mal de dos, ou de l'algodystrophie, ou une ostéoarthrite, qui montrent qu'ils sont plus actives, vous voyez, par rapport au cerveau sain, qui s'allume un petit peu plus, là. Donc il va y avoir des réorganisations d'activité. Et puis après, également, l'imagerie et l'IRM fonctionnelle a permis d'évaluer les connexions entre ces régions. Et ils ont montré qu'il y avait des connexions qui étaient plus importantes ou moins importantes quand on avait des douleurs chroniques. Et dans ce travail que je trouve très intéressant, il y en a beaucoup d'autres qui montrent ces connexions. Ici, c'est un suivi longitudinal de groupes de patients qui ont des lombalgies aiguës. On a regardé juste après la lombalgie aiguë et puis après plusieurs semaines, qu'est-ce qui se passait. Et on a montré que, en fait, ceux qui avaient une connectivité, des régions qui avaient une connectivité importante, en particulier de noyaux, là, le noyau accumbens et le cortex préfrontal, quand il y avait une connectivité importante au départ, eh bien, c'était prédictif d'une chronicicisation de ce dos. Donc, vous voyez, le cerveau, il se modifie, il change, et il y a une plasticité qui peut être presque interprétée comme maladaptative, c'est-à-dire qu'elle va rester, laisser une marque et rester douloureuse. Donc, je vous ai parlé de ces différentes matrices, ces matrices nociceptives, affectives, cognitives. Ce qu'il faut comprendre, que tout ça, ça fonctionne pas de façon séparée. Ces matrices, en fait, toutes ces zones du cerveau vont être interconnectées, vont interagir, elles se passent en même temps. Et donc, ce qui fait que ça va être une expérience globale de douleur, où vous avez bien compris que la perception de la douleur, c'est un mécanisme qui est complexe, qui est multidimensionnel, qui va affecter nos émotions et la façon dont il fait face. Alors tout ça, ça veut dire quoi ? Vous voyez bien que on peut amplifier le message douloureux avec notre cerveau, mais également ça a des implications cliniques importantes puisqu'on peut moduler la douleur par des techniques autres qui sont non médicamenteuses, que ça peut être l'hypnose, la RTMS, la méditation par exemple, et donc ça ouvre plein de voies cliniques. Alors si je devais conclure, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça ? Donc j'avais commencé par une question, pourquoi certains patients sont plus douloureux que d'autres ? Alors quand ils sont plus douloureux que l'autre, il faut savoir que c'est un symptôme, et il faut se rappeler que les mécanismes de sensibilisation sont multiples, à la fois périphériques et centrales, que cette modification du système nerveux introduit une autre dimension à la nociception. Le système nerveux peut changer, déformer, amplifier la sensation douloureuse, elle peut augmenter sa durée, son intensité et sa surface, et qu'en fait, ce système nerveux cette sensibilisation ne va pas refléter en fait les caractéristiques du stimulus douloureux, mais ça va être en fait un état de fonctionnement de ce système nerveux, et que le cerveau transforme la douleur en une expérience individuelle, unique et subjective, et que cette plasticité maladaptative contribue à la chronicisation de la douleur. Et tout ça, bien sûr, ça a plein d'implications sur les aspects cliniques, c'est-à-dire pour le patient, la relation qu'on va avoir avec lui, la prise en charge qu'on peut lui proposer. Voilà ce que je voulais vous dire, et je veux juste terminer avec un petit clin d'œil pour vous rappeler que le prix Nobel de 2021 a été attribué conjointement à deux messieurs américains, David Julius et Ardem Patapoutian, qui ont découvert les récepteurs de la température, le TRPV1 pour le premier, et du toucher. Enfin, ils s'intéressaient aux mécanorécepteurs. Tout ça, ça a une grande application dans la prise en charge de la douleur, puisque le TRPV1, c'est en fait le récepteur à la capsaïcine que vous êtes nombreux à connaître. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie pour votre attention.